Le 7 janvier 2024, le secrétaire général du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, par ailleurs, membre du Conseil national de transition CNT, l'honorable Moussa Ag Acharantouman a rencontré les membres de la communauté Idachak déplacés à Gao. Objectif, informer la dite communauté de l'initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'organiser une grande rencontre sur le vivre ensemble, la paix, la cohésion et le dialogue intermalien. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait un message de nouvel an. Dans ce message, il a parlé d'un dialogue intermalien que nous voulons expliquer à la communauté parce que tout le monde n'est pas allé à l'école, s'approprier ce message, comprendre les tenants et les aboutissants du message du chef de l'État, essayer de contribuer à sa démarche dans la vision qu'il est en train de tracer pour un Mali paisible, réconcilié avec lui-même et pour un Mali désormais stable. En dernier lieu, nous avons programmé un meeting avec naturellement le gouverneur des régions pour justement débattre de cette question de dialogue intermalien, surtout que parmi nous, il y a les chefs coutumiers, il y a les maires, il y a les autorités religieuses, il y a les chefs de fractions. Autrement dit, les légitimités traditionnelles sont là et nous voulons dans ce meeting mettre notre input dans cette démarche pour en tout cas contribuer à la vision du président de la transition chef de l'État. De cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger avec nos populations. Nos populations qui sont déplacées ici à Gao, qui sont essentiellement de la commune de Talatay. Mais avant cela, je tiens tout d'abord à vraiment remercier avec un accent particulier vraiment la communauté haute de Gao, qui ont accueilli nos parents, qui ont fait de la place à notre communauté et qui ont toujours été à nos côtés. Je tiens vraiment à les remercier toutes, sans exception aucune. Je tiens aussi à remercier le gouverneur de la région ainsi que les forces de défense et de sécurité pour tout l'appui et l'aide aussi qu'ils ont apporté à ces populations. Nous, l'objectif de cet échange-là, c'est d'écouter nos populations, c'est de recenser leurs préoccupations et éventuellement c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut interagir avec les autorités ici, autant politiques que sécuritaires, pour essayer de pallier à ces différentes problématiques qui ont été posées ce matin ici par différents interlocuteurs. Comme vous le voyez, dans l'Assemblée ici, vous avez des chefs de fraction, vous avez des marabouts, vous avez des élus, vous avez des jeunes. Donc toutes ces voix-là, ce matin, se sont exprimées. Et on a pris en compte toutes ces préoccupations-là et nous allons les partager avec qui de droit pour essayer vraiment d'aider ces communautés, d'aider ces populations-là, afin qu'ils puissent désormais pleinement s'intégrer dans la vie quotidienne des Gao. L'autre objectif aussi, c'est de préparer notre rencontre d'échange ou le meeting qu'on va tenir le jeudi prochain dans la salle du gouvernorat. L'objet de cette rencontre-là n'est autre que pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, conformément notamment au discours du chef de l'État, président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, qui a lancé l'idée d'un dialogue intermalien. Même ce matin, nous avons profité de cette assemblée-là pour expliquer à nos populations qu'est-ce qu'on entend par un dialogue intermalien et nous, en tant que population civile, quel doit être notre apport dans le cadre de ce dialogue intermalien. Et cette réunion-là tombe vraiment à pic, c'est ce meeting-là et cette rencontre-là d'échange, lors de laquelle nous allons vraiment profiter pour aussi apporter notre contribution, nos propositions, nos suggestions par rapport au dialogue intermalien conformément aux orientations que le président de la transition a données. Nous avons bien noté aussi les lignes rouges que le président a fixées dans son discours, notamment le caractère unitaire de l'État malien, l'intégrité territoriale du Mali, la laïcité de l'État malien et l'unicité du pays. Je pense ça aussi, ce sont des choses qu'on va partager avec nos populations pour que les gens sachent aussi que dans ce dialogue intermalien, il y a des lignes aussi qui sont fixées, qui sont des lignes rouges
qui ne sont pas négociables, conformément au discours du président de la transition. Et donc ça va être notre contribution à l'effort de paix, à l'effort de dialogue, à l'effort de réconciliation, non seulement à Gao, mais aussi même à l'échelle nationale, pourquoi pas même internationale. Donc sur ce, vraiment, je tenais aussi à remercier la presse pour tout ce que vous faites pour nous, parce que c'est grâce à vous, notamment, ces messages vont être non seulement écoutés par toute la population de Gao, mais au-delà par toute la population malienne et même à l'échelle internationale. Donc je tiens à vous remercier, à vous féliciter, à vous encourager pour l'accompagnement que vous avez accepté de nous accorder ce matin. Ayant compris que la jeunesse demeure le cheval de bataille de cette nation, l'honorable Moussa Ag Acharatoumane rencontre la jeunesse de Gao le 10 janvier 2024 à la Maison des Jeunes autour du thème Gao et Menaka, les mêmes défis sécuritaires et la nécessité de vivre ensemble et en paix. Que tous les membres du Conseil régional des jeunes et toute la jeunesse qui est là, sans exception aucune, vraiment pour cette initiative de m'inviter ce matin pour éventuellement faire d'abord la connaissance de la jeunesse de Gao, parce que ça a toujours été un souhait que j'ai émis. Abdelbaki, on est en contact depuis très très longtemps, même si souvent je ne suis pas là, mais on interagit beaucoup. Donc je vous remercie vraiment pour cette initiative et je pense qu'il en sortira, Inch'Allah, quelque chose. Moi, je n'ai pas une grande expérience, mais la petite expérience que j'ai, je vais quand même essayer de la partager avec vous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, cette minute de silence que nous avons observée tout de suite, nous au CNT, nous l'avons presque instaurée. Avant chaque plénière, avant chaque session, avant quoi que ce soit, toujours au CNT, on observe une minute de silence. Une minute de silence pour rappeler aux Maliens, pour rappeler à nos concitoyens la crise dans laquelle nous vivons. Pour que chaque matin, chacun d'entre nous, en se levant, sache que dans ce pays-là, on a une partie de nos concitoyens qui meurent du fait de la crise sécuritaire. Il est extrêmement important qu'on en prenne conscience, qu'on les sache et qu'on l'intègre dans notre quotidien. Donc c'est pour cela que je souhaiterais aussi qu'à partir de maintenant, désormais, dans tout ce que vous allez faire, à chaque fois que vous commencez quelque chose, pensez vraiment à tous ces martyrs et à tous ces morts pour qu'on puisse réfléchir chaque jour dans nos actes, dans nos gestes, comment est-ce qu'on va sortir de cette crise-là qui n'a que trop duré. Donc pour entrer dans le vif du sujet, c'est la jeunesse aujourd'hui, moi je dirais c'est elle en réalité le poumon de ce pays-là. Parce que je me suis amusé à regarder un peu les chiffres. Par exemple, en 2022, vous avez 13,6 millions de Maliens qui ont moins de 25 ans. Donc entre 65 et 70% de la population malienne, elle est vraiment très jeune. Quand je dis jeune, c'est de 25 ans pour descendre. Et c'est pour vous dire que vraiment, le Mali, c'est un pays qui est extrêmement jeune. Et c'est la jeunesse qui est la couche la plus importante. Et cette jeunesse aujourd'hui aussi, elle est acteur dans tout ce qui se passe dans notre pays. Autant sur le plan politique, autant sur le plan sécuritaire. Quand vous regardez ce qui se passe, même si les jeunes souvent ne sont pas les premiers responsables, mais dans les actes qui sont posés, ce sont les jeunes qui pèsent le plus. Et de ce fait, j'ai divisé la jeunesse malienne sur 3 thématiques. J'ai d'abord dit, il y a les jeunes qui prennent la rue, il y a les jeunes qui prennent la route, et il y a les jeunes qui prennent les armes. Mais la caractéristique de ces 3 catégories de jeunes, ils ont tous le même objectif. Comment s'affirmer, comment exister, comment avoir de l'espoir. Mais malheureusement, dans ces 3 chemins, quand vous regardez, ce sont les jeunes les vrais acteurs, mais par la suite, à la fin du film, c'est toujours les aînés ou d'autres qui ne sont pas des jeunes qui font de la récupération. Quand on prend les jeunes qui prennent la rue, je parle essentiellement des jeunes même qui sont à Gao ici. De 2012 à nos jours, la jeunesse de Gao a joué un grand rôle dans tout ce qui s'est passé dans cette ville-là. Souvent, c'est eux qui ont même changé l'ordre, autant politique que sécuritaire dans cette ville-là. Et c'est en prenant la rue, en faisant des manifestations, en mobilisant la masse et en poussant même souvent l'ordre qui est préétabli par l'administration ou par les acteurs sécuritaires ou par les gens en tout cas qui sont là. Mais par la suite, ce que j'ai constaté, c'est que ce soit ici à Gao ou même à Bamako, quand vous regardez le boulevard de l'Indépendance, je l'ai eu souvent à le dire dans mes interventions, quand vous regardez la masse qui vient, soit pour applaudir un pouvoir pour qu'il reste,
ou pour la produire, pour qu'ils partent, vous constaterez que la majorité de ceux-là qui sont au boulevard de l'indépendance pour changer la tête du pays, ce sont essentiellement des jeunes. Mais par la suite, une fois qu'on arrive à l'objectif, ce ne sont malheureusement pas les jeunes qui sont au devant de la scène, mais c'est d'autres. C'est pour vous dire que la jeunesse compte dans ce pays-là. Elle est acteur de tout ce qui se passe. L'autre aspect, ce sont ces jeunes qui prennent la route. Tous ces jeunes qui n'ont pas de boulot à Gao, à Menaka, à Bamako ou ailleurs dans notre pays, ce sont des jeunes qui prennent la route pour aller vers l'aventure, pour aller vers l'Europe, pour aller vers les pays du Nord. Et quand vous regardez cette crise migratoire et la majorité de ceux-là aujourd'hui qui sont en train de partir, vous allez voir que 90% de ces partants-là, ce sont essentiellement des jeunes. Et ça, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'un pays qui se vide de la jeunesse, c'est un pays qui va progressivement mourir. Un pays qui se vide de sa jeunesse, c'est un pays qui perd son énergie. Un pays qui se vide de sa jeunesse, c'est un pays en réalité qui n'a pas d'avenir. Et la majorité de ces jeunes-là, ils partent aussi parce qu'il n'y a pas de perspective dans nos différents pays pour ces jeunes. Moi, je connais pas mal de jeunes qui ont eu des diplômes, qui ont fait des études, mais quand ils reviennent dans nos pays ou dans nos régions ou chez eux, ils ont tous du mal souvent à trouver de l'emploi et tout ça. Et ça, c'est un véritable problème dans notre pays. Et ces jeunes-là aujourd'hui, qui sont en train de partir, constituent aussi un enjeu, autant pour les pays qu'ils quittent, autant aussi pour les pays qui les accueillent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez à l'échelle internationale, il y a ce qu'on appelle la crise migratoire, qui mobilise des millions et des millions d'euros pour lutter contre cette migration. Au cœur de cette crise-là, c'est la jeunesse, mais par la suite, tous ces fonds, tout cet argent, tout ce qui est en train d'être fait pour essayer de stopper cette migration continue, en réalité bénéficie à d'autres gens, mais ne bénéficie pas à ces jeunes-là, qui sont poussés aujourd'hui vers la route et qui sont en train de prendre les chemins de l'inconnu. Le troisième aspect, ce sont les jeunes qui prennent les armes. Comme les jeunes qui prennent la rue, comme les jeunes qui prennent la route, les jeunes aussi qui prennent les armes, c'est exactement la même chose qui les anime. Comment exister dans notre société, comment retrouver ses droits, comment se faire entendre, comment avoir sa place dans la société. Mais une fois de plus, y compris ces jeunes qui sont utilisés, souvent du bon côté, souvent du mauvais côté, ce sont toujours eux qui sont délaissés par la suite. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les mouvements armés qui sont au nord ou au centre, la masse combattante, ce n'est pas des vieux, ce sont que des jeunes qui ont des armes. Quand vous regardez aujourd'hui même notre armée, la majorité de ceux-là qui sont des soldats des forces armées maliennes, ce ne sont pas des vieux, ce sont des jeunes. Quand vous regardez tous ceux-là aujourd'hui qui font du banditisme le long des routes, qui font des pillages, qui s'en prennent aux gens, qui sont devenus des brigands, c'est encore la jeunesse. Donc les jeunes, ils ont les armes, ils sont les acteurs de ceux qui veulent imposer la paix, et ils sont les acteurs de ceux qui veulent imposer le chaos et les désordres. Donc la jeunesse, elle est au cœur de toutes ces problématiques-là. C'est pour cela qu'il est extrêmement important que les jeunes eux-mêmes essayent de s'affirmer. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de nos jeunes aussi, en réalité, sont très complexés dans ce que moi j'appelle ce que certains veulent absolument imposer comme étant un concours ou une concurrence de génération. Nous et nos anciens, il ne doit pas avoir de compétition entre nous. Nos anciens, ils ont de l'expérience, ils ont vécu dans ce monde-là, ils ont appris beaucoup de choses. Nous devrons nous servir de leur expérience pour que nous aussi, on commette moins d'erreurs et qu'on puisse se servir de leur expérience. Aujourd'hui, nous, nos deux régions, malheureusement Menaka et Gao, font face à ce que moi j'appelle une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Vraiment sans précédent. Certes, aujourd'hui, il y a des problèmes au Mali, mais partout où il y a des problèmes sur le territoire national, je pense que les problèmes que les populations de Gao et de Menaka vivent, il n'y a pas une autre région qui a atteint aussi fort ces degrés de violence que ces populations-là sont en train de vivre. Ça, c'est une réalité. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la majorité de nos jeunes ou de nos responsables, en tout cas, je ne sens pas ce militantisme-là pour faire savoir et connaître vraiment le sort de ces populations-là, que ce soit à Gao ou à Menaka. Aujourd'hui, quelles qu'en soient les priorités dans notre pays, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un regard particulier sur ce qui se passe dans cette zone que certains définissent comme la zone dite des trois frontières. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut rien faire à Gao et à Menaka sans tenir compte de ce qui se passe au Niger, dans la région de Tillabéri,
ou au Burkina, parce qu'on vit exactement la même chose. C'est là où je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunesse, on doit soutenir cette idée de l'alliance des États du Sahel. Surtout nous qui sommes des Gao et des Ménaka. Parce que tout simplement, c'est cette alliance des États du Sahel-là qui nous a quelque part manqué dans le cadre même de la résolution de notre crise, spécifiquement dans cette région. Parce que qui sait ce qui se passe dans nos régions, c'est qu'aujourd'hui l'État islamique Daesh qui s'est installé dans notre région, c'est lui qui est à Gao et à Ménaka qui pense qu'il peut combattre ces gens-là sans être avec ceux qui sont du côté nigérien ou du Burkina. Il se trompe carrément. Et aujourd'hui, si on veut aussi stabiliser cette jeunesse, si on veut aussi stabiliser ces communautés-là, on ne peut pas les faire d'un côté. Je crois que déjà avec le décor bien planté, on sait maintenant certainement les thématiques ou les éléments sur lesquels on peut échanger. Donc essentiellement sur la jeunesse, perspective et sécurisation. Donc on a parlé de... Moussa nous a parlé de 3 aspects. L'aspect jeunesse-rue pour défendre les intérêts de chez soi. Les jeunes qui partent pour aller chercher de l'emploi et ceux qui prennent les armes qui deviennent aussi de l'emploi pour eux quelque part. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives ou d'autres moyens de se faire un boulot, de se faire une activité rémunérée, qu'ils prennent les armes et ils sont payés la suite de ça. Et malheureusement, toutes les communautés sont concernées par ça. Toutes les communautés sont concernées par ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas sa communauté. D'abord, je parle comme ça parce qu'il faut situer les différents points. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, il faut reconnaître que ces activités sont parties de chez nous. Ces activités sont parties de chez nous à la suite de certaines choses qui ont été posées. Mais qu'à cela ne tienne, il est important de revenir à la réalité et de faire table rase de tout ce qui a pu nous conduire jusqu'ici aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'on veut retourner pour réveiller le démon, ça va susciter encore, ça va nous donner d'autres énergies négatives qui vont nous conduire encore à briser nos communautés, à briser notre société. Donc c'est pourquoi il est important quand même de réfléchir vraiment sur ces différents aspects pour qu'on comprenne que de part ou d'autre, d'une action à une autre ou d'une activité à une autre, c'est pour le bien-être de la jeunesse. Je remercie tout le monde, et surtout Moussa par rapport à ses interventions. De tout ce qu'on a eu à... moi, c'est Maïga Abdoulaye Bonkana, ancien président ou premier président du mouvement des jeunes patriotes de Gao. Parmi les mouvements qui forment aujourd'hui la Force G. Donc voilà, donc je remercie Moussa pour ses interventions qu'on voit à longueur de journée, souvent à travers les chaînes, et à travers les réseaux sociaux, et les positions aussi qu'il défend. Franchement, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Et moi, je pense que des personnes comme lui, normalement, on devrait peut-être les courtoyer avant même cette crise. Ça aurait évité beaucoup de choses peut-être. Mais que cela ne tienne, peut-être que mes questions, certains vont dans le sens des questions ou d'autres, des contributions. Et par rapport au thème d'abord, je pense que la première question que je m'avais posée, c'est demander à Moussa si, est-ce qu'eux, à leur niveau, ils ont réfléchi à des questions par rapport à comment relever ces défis-là, sécuritaires dans les 2 régions. Et je pense surtout aux solutions locales. J'ai entendu que dans ces interventions, il a parlé d'accompagner, comme on appelle, les efforts militaires par les questions de développement et autres. Mais là, je pense vraiment que je veux vraiment, s'il y a la possibilité de réfléchir sur des questions, c'est-à-dire comme on appelle sur des solutions au niveau local, c'est que les communautés peuvent faire entre eux-mêmes pour gérer cette situation. Et ma deuxième question aussi, c'est de demander est-ce qu'il n'est pas mieux aussi pour nous de chercher à trouver une solution pour les questions qui divisent les mêmes populations vivant dans ces mêmes espaces. Est-ce qu'il y a des questions qui les divisent? Est-ce qu'il y a des termes qui les divisent? Est-ce qu'il y a des mots qui les divisent entre parenthèses? Et je pense que s'il y en a, il faut trouver peut-être une solution pour revenir à comment on appelle à ces mots-là ou ces termes-là, créer la confiance pour pouvoir trouver des solutions ensemble. En troisième question, j'aimerais savoir aussi,
Bon, ça je pense que manque d'emploi, est-ce qu'on doit l'associer comme excuse pour prendre les armes? Parce que je sais qu'ici à Gao, il n'y a pas peut-être 1 an ou 2 ans de cela, que les jeunes de TLMC nous ont trouvé, qui nous ont battus, comme on appelle, dans l'agriculture ici, l'agro-silvopastorale, dans la foire qui s'est passée ici. Donc ça veut dire que nous avons plus besoin de jeunes qui réfléchissent, comme on appelle, à créer leur entreprise, que de jeunes qui pensent que l'emploi, c'est seulement être dans un bureau et payer en fin du mois. Être son propre, comme on appelle, entrepreneur. Et je pense aussi que nous devons regarder un peu en arrière. Si nous pensons qu'il y a des problèmes et auxquels on doit trouver des solutions aujourd'hui, que les 2 régions doivent réfléchir, comme on appelle ensemble, pour trouver des solutions, je pense qu'on doit regarder un peu en arrière aussi, voir les valeurs qui ont permis à nos communautés de longtemps cohabiter et de trouver des solutions pour tous les problèmes solables, appalables, on peut le dire, et tout en mettant de la valeur dans ce qu'ils ont appelé la parole donnée. Quelqu'un a parlé de Kawali ici. Auparavant, il suffit qu'un chef parle au nom de sa communauté pour que les gens s'alignent derrière lui. Aujourd'hui, pourquoi cette jeunesse pense qu'ils ont le droit souvent de défier ce qui a été déjà restauré par ces vieux-là? Et je crois qu'on doit trouver nos solutions dans ces problèmes, dans cette situation-là. C'est-à-dire essayer de voir en arrière ce qu'on peut prendre de bon pour mieux construire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je remercie tout le monde. C'est très bon cas. Merci. Nous avons voulu s'associer effectivement à cet exercice organisé par le Conseil régional de la jeunesse. C'est une initiative que nous saluons. D'abord, la thématique défis sécuritaires, nécessité de vivre ensemble, au fait. C'est-à-dire, on ne va pas refaire l'histoire, hein. On est dans la répétition. Soyons vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé quand Mahmoud dit qu'il faut qu'on essaye de se rabattre sur nos valeurs, au fait. La réalité dans nos zones, elle est connue, au fait. Elle est connue. De 2012 à nos jours, les différentes recommandations qui ont été faites lors des différentes rencontres FORA sont connues. Les documents existent encore. Nous n'allons rien inventer, nous n'allons rien dire de plus, au fait. On va juste se répéter. C'est des choses, voilà, c'est des choses qu'on refuse d'appliquer au gré de nos intérêts, en réalité. Moi, j'entends beaucoup, on dit que non, c'est les aînés qui nous utilisent. Mais nous-mêmes, entre nous, on constitue des escaliers l'un pour l'autre, au fait. Parce que quand nous représentons effectivement à un certain niveau la jeunesse et que nous sommes dans un organe, en général, on instrumentalise la jeunesse pour être au sommet. Mais quand on est au sommet, on oublie nos camarades, en réalité. Moi, je vais être direct. On parle de dialogue intermalien. On parle de l'accord pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, là, soyons vraiment honnêtes. On ne peut pas parler de défis sécuritaires. Dialogue intermalien est carrément occulté, plus ou moins, tous ces acteurs-là qui, pendant de la signature à nos jours, étaient en train de manœuvrer. Ça a été les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs de l'accord. C'est les mêmes acteurs qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui à militer, à travailler pour réduire les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais pour quel résultat? Cohésion sociale. J'avoue qu'en réalité, il n'y a aucun problème entre communautés. Vraiment, nos communautés ont trop souffert. On refuse de s'assumer. Moi, je l'ai toujours dit. C'est l'insécurité, le banditisme qui prévaut dans nos zones. Et on refuse en réalité de dénoncer ceux qui sont les acteurs de ce banditisme-là. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. La donne a changé. Et nous sommes obligés de nous inscrire dans cette dynamique. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Maintenant, ceux qui ont décidé de s'inscrire dans cette logique, moi je pense que c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir endiguer tous ces défis auxquels nous sommes confrontés depuis des années. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, on se doit d'être très sincère dans cette dynamique de pouvoir ramener la paix. C'est le plus important et c'est la seule façon à travers laquelle nous pouvons réellement asseoir une sécurité dans nos zones. Je vous remercie. Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour saluer cette belle initiative. Et surtout, je suis très ravi de rencontrer le président du MSA, que j'ai beaucoup apprécié sur les écrans de télévision lors de ses sorties par rapport à la vie de la nation.
Et c'est ma première fois de le découvrir physiquement ici à Gao. Il est arrivé à Gao il y a une semaine et il envisage continuer et rester à Gao pour découvrir beaucoup de choses. Rencontrer l'ensemble des forces vives, ça peut servir un peu les idées riches qu'il est en train de véhiculer pour stabiliser notre pays. Ensuite, au départ, je ne voulais pas prendre la parole, mais un aspect développé par Sékou Samber m'a fait changer d'avis quand il a parlé de la responsabilité des aînés. On a souvent l'habitude d'entendre les jeunes de Gao dire qu'ils manquent de repères. L'exemple est ici frappant. Et regardez Moussa, il est très jeune. C'est l'ensemble de sa communauté qui est derrière lui. Ce n'est pas seulement la jeunesse Idhassak, non. Il a l'ensemble de sa communauté derrière lui. Il est le président de sa communauté, il est le président du mouvement, il est membre du Conseil national de la transition et sa communauté lui fait confiance parce que tout simplement il incarne des idées de rassembleur. Cela a beaucoup manqué pour la jeunesse de Gao, malheureusement. Et on a coutume de le dire souvent, on manque de repères. Alors, si il est vrai que Moussa est considéré comme un jeune du terroir, voilà un repère pour la jeunesse de Gao. Voilà un repère. Pourquoi ne pas découvrir ce repère à travers sa personne? Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette idée de rassemblement. Si nous regardons tous dans la même direction, on accepte justement d'être ensemble et de travailler pour nos communautés de façon globale, on va réussir forcément dans ce pays-là. Nous constituons les 2/3 du territoire national. Et nous avons beaucoup d'avantages comme certains l'ont développé ici. On peut s'en sortir sans le reste du pays, hein. Mais il ne faudra pas qu'on reste ensemble et divisés. Ce n'est pas normal. À Gao, on a des problèmes à un moment donné à régler les problèmes entre les jeunes seulement de la commune, même pas le cercle ou la région, hein. Les jeunes de la commune urbaine de Gao, il y a des difficultés à les réunir pour qu'ils puissent aller ensemble. Donc vraiment, je pense que la balle reste dans notre camp. Il faut dénicher les leaders partout où ils sont, qu'ils soient des Arabes, des Touaregs, des Sonrei, des Peuls. Ils sont de cette communauté. C'est des jeunes leaders qui se battent. Il faut leur reconnaître cette valeur. Et voilà, on est ensemble et on va avancer forcément. Voilà un peu l'idée que je voudrais développer en respectant et en accompagnant, en acceptant tout ce qui a été ici développé par mes prédécesseurs. Merci beaucoup. Ceux qui ont pris la parole ici pour donner leur avis sur cette question combien importante. Et moi aussi j'apprends. Moi aussi j'apprends en vous écoutant. Comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et je profite aussi de l'occasion pour le dire à tous ceux-là qui, à un moment donné, vivaient à la périphérie des villes, ne connaissaient pas trop bien la vie citadine. Et au fur et à mesure, ils arrivent en ville et ils se rendent compte qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Ils n'ont pas été à l'école et ils comprennent aussi tous les mal qu'un être humain aujourd'hui au XXIe siècle peut subir quand il n'a pas été à l'école. Et je profite de l'occasion aussi pour leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je le dis à longueur de journée. Même ceux-là qui ont pris de l'âge, ils peuvent encore apprendre. Moi, je connais plein. Un exemple frappant. Moi, je suis parmi vous ici, je suis au CNT, je suis dans beaucoup de choses, mais je continue toujours à faire des études. Malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que j'ai comme responsabilité, je prends toujours un peu de mon temps pour aller continuer encore mes études loin, même du Mali. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent s'instruire, ont toujours l'occasion de le faire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et il faut se former, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont formés qui peuvent vraiment aider les autres à mieux voir devant et aller de l'avant. Quand on se promène aussi dans le monde, je vous le dis en toute sincérité, peut-être que ceux qui sont là ne s'en rendent pas compte. Mais moi, quand je voyage par le monde, je suis impressionné par le rôle que les jeunes occupent, souvent dans les pays les plus développés du monde. Je vous donne des exemples frappants quand je vais dans certains pays européens et que je vais dans leur ministère des Affaires étrangères ou dans leur ministère de l'Intérieur et tout ça. Quand je vois les degrés de responsabilité qui est confié à des jeunes, c'est là où je me rends compte que ces pays-là ont pris de l'avance sur nous parce qu'ils préparent leur jeunesse en avance. Mais ce n'est pas en dormant.
Donc voilà, je voulais insister sur ça. Maintenant, pour revenir aux questions, elles sont très nombreuses. Je vais vraiment essayer de survoler sans trop m'attarder sur certaines choses. D'abord, par rapport au premier intervenant, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire parce que quand il a parlé du CNT, tout de suite, je me suis rappelé de Assari Dagimbarkawan, que vous connaissez très bien, qui est le vice-président du CNT. Et je te promets que si j'arrive à Bamako, je vais lui faire la proposition pour que vraiment les membres du CNT, de cette institution, qui sont ici de ces régions-là, je pense que c'est une très bonne idée. Et ça ne coûte absolument rien, alors que ça peut avoir un impact. Mais au-delà de cela même, je pense que nous qui sommes au CNT, qui sommes au gouvernement ou qui occupons un certain nombre de responsabilités dans la transition, qui sont ici de ces régions, de ces communautés-là, on a une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe. Nous devons, au-delà de ces contributions qui sont vraiment minimes, significatives, vraiment essayer de porter la voix de ces régions, de ces communautés-là pour que l'État vraiment puisse réfléchir rapidement et trouver les voies et moyens par lesquels on va aplanir ces problèmes-là. Donc je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans nos régions et on doit pouvoir vraiment essayer d'apporter les solutions idoines. Donc ce plaidoyer-là, je le ferai, Inch'Allah. Je demanderai au-delà des contributions que vraiment on essaye de voir dans quelle mesure on peut vraiment apporter notre contribution. Et il y a une question qui concerne les actions qui sont posées au CNT par rapport à la jeunesse. Bon, le CNT, c'est la deuxième institution de la République. Il y a bien évidemment des commissions qui s'occupent essentiellement de ces questions-là. Moi, je ne fais pas partie de ça. Moi, je suis à la commission de défense et sécurité. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec le nouveau ministre de la Jeunesse, il est en train de prendre un certain nombre d'actions. Justement, j'ai appris qu'il y a des problèmes avec la jeunesse, tout ça. Là. Il est en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'il va trouver des solutions. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, aujourd'hui, les jeunes, au niveau local, ils doivent eux-mêmes s'organiser et avoir des propositions concrètes par rapport à leur région. Par exemple, quand je prends Gao aujourd'hui, les jeunes de Gao, moi, ce que je souhaiterais, c'est que la jeunesse à Gao soit organisée de telle sorte qu'aujourd'hui, quand on dit la jeunesse à Gao, on sait déjà qu'il y a quelque chose de préparé qui est là, par rapport à la vision de la jeunesse. Voilà ce que nous souhaitons dans notre région. Et moi, en tant que membre du CNT ou d'autres comme moi qui sont à l'échelle nationale, moi, je peux m'approprier, par exemple, ces propositions et ces documents-là pour vraiment essayer de vous aider et porter votre voix au mieux que je peux. Ça, c'est ma contribution et je peux le faire. Et je pense que c'est la meilleure méthode aussi pour travailler. Parce que vos problèmes, c'est vous qui les vivez, c'est vous qui les connaissez. Ce n'est même pas les ministres de la jeunesse qui est à Bamako ou les présidents ou nous autres qui sont dans les institutions. Mais quand les choses viennent du bas vers le haut, en ce moment-là, les réponses qui vont revenir du haut vers le bas vont être appropriées. Mais le problème, c'est que souvent, nous, on envoie des réponses où on essaye de trouver des remèdes qui sont contraires, en réalité, au mal que les gens vivent. Donc, les solutions doivent partir du bas vers le haut, jamais du haut vers le bas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les Mali, les militaires qui sont au pouvoir, même s'ils sont entrés, il ne faut pas aussi oublier que ce sont des jeunes. Et le président Assimi Goïta l'a dit une fois dans son discours devant la jeunesse, je pense, il a dit que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir des jeunes. Et que si lui, il échoue, c'est comme si la jeunesse malienne a échoué. Et s'il réussit, c'est la jeunesse malienne qui réussit. Je pense qu'il faut aussi profiter de ça pour essayer vraiment de capitaliser tout ce qu'on peut faire avec la transition actuelle pour que la jeunesse puisse vraiment avoir droit au chapitre. Maintenant, les dialogues intermaliens, au-delà du processus de paix, il y a beaucoup d'autres problèmes. Aujourd'hui, notre pays, ces problèmes ne se limitent pas à l'accord d'Alger, les problèmes ne se limitent pas à ces mouvements-là, il y a d'autres problèmes. Donc, le dialogue intermalien, c'est vraiment de permettre aux Maliens de parler de tout ce qu'ils ont comme mots, de tout ce qu'ils ont comme difficultés, de tout ce qu'ils ont comme problème. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour vous inviter à participer à cette activité qu'on organise demain dans la salle du gouvernement, qui va justement parler de la paix, de la réconciliation, mais surtout de ces dialogues intermaliens pour que on puisse aussi donner notre avis, nos visions, nos suggestions, nos propositions par rapport à ces dialogues intermaliens qui est extrêmement important. Et je souhaite que la jeunesse en particulier prenne vraiment de l'avance et essaye déjà de réfléchir à des propositions concrètes qui concernent la vie des jeunes, pas seulement à Gao, mais même à l'échelle nationale, pour que vraiment dans le cadre de ces dialogues intermaliens, la vision, la voix et les aspirations aussi des jeunes puissent être prises en compte.
je ne saurais vraiment terminer mes propos sans remercier les autorités locales ici à Gao. Gao, moi je sais ce qui s'est passé ici dans les mois et dans les années passées. Aujourd'hui, quand même, je constate une certaine accalmie grâce à des mesures fortes qui ont été prises d'abord par le gouverneur et mises en application par les forces de défense et de sécurité. Ils sont vraiment à saluer, à encourager dans ce cadre-là. Et je pense qu'il est extrêmement important, c'est que les jeunes aussi accompagnent cela. C'est-à-dire tout ce qui peut stabiliser aujourd'hui nos communautés, tout ce qui peut stabiliser notre région, on doit vraiment s'inscrire dans ce cadre-là. Et l'autorité aussi, l'aider, l'accompagner dans les tâches qui lui ont été confiées, ça fait partie aussi de la mission de la jeunesse. Donc c'est ce que je tenais à vous remercier. Merci. Donc on aura un jour d'autres occasions pour en parler. Voilà, donc chers aînés, camarades jeunes, sur ce, je vous remercie. Le 11 janvier 2024, c'est dans une salle de conférence du gouvernorat de Gao remplie comme un œuf qu'a eu lieu la rencontre communautaire Idakchak qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation du dialogue intermalien pour le vivre ensemble et la réconciliation nationale annoncée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Autorités administratives, politiques, légitimité traditionnelle, toutes les communautés ont répondu à l'appel et la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. En prenant la parole ce jour, permettez-moi de présenter mes vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2024 à Monsieur le Président et sa communauté Idak Sahab. Et souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette rencontre combien symbolique pour nous et pour vous aussi très certainement, car il s'agit aujourd'hui d'un témoignage éloquent de la volonté de votre communauté venant de différentes contrées de fédérer leurs efforts dans la reconquête de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, et plus que jamais, indispensable pour notre pays qui, plus besoin de vous le rappeler, se remet progressivement des séquelles engendrées par la crise multiforme de 2012, la plus profonde de notre histoire contemporaine. Aussi, voudrais-je exprimer tous les plaisirs qui m'animent ce matin en présidant l'ouverture des travaux de cet important forum que je qualifie de rendez-vous de tous les espoirs. En raison des provenances, profits et qualités des participants, autrement dit, il s'agit aujourd'hui de retrouvailles et d'union des cœurs et des esprits, en vue d'échanger et de dégager les voies et moyens pour restaurer la paix, le climat de cohabitation pacifique et de sécurité qui ont jadis existé dans votre espace de vie commun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers participants, nonobstant les actions de dialogue et de concertation entreprises et les mesures de sécurisation en cours, nos régions restent toujours sujettes à certaines problématiques ayant pour nom le banditisme urbain et périurbain, les actes de violence communautaire et les attaques meurtrières sur les axes routiers. La lutte contre ces phénomènes, vous conviendrez avec moi, nécessite une mobilisation générale avec la participation de chacun et de tous les fils de nos régions afin que nous puissions venir à bout de ces fléaux constituant de gros obstacles aux actions de développement dans les régions du Nord. Je puisse d'ores et déjà vous assurer de l'accompagnement des autorités administratives dans la mise en œuvre des conclusions de vos assises, qui, comme je l'ai évoqué tantôt, représenteront des éléments de référence pour les futures actions que nous allons entreprendre dans le cadre de la recherche de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble au sein de nos communautés. Sur ce, je déclare ouvert ces forums très important. Je vous remercie de votre attention. Merci. À l'entame de mes propos, je tiens à exprimer
au nom de notre communauté, une profonde gratitude envers le général Moussa Traoré, distingué gouverneur de notre belle région Gao. Sa dévotion patriotique est une source d'inspiration. Je souhaite souligner avec reconnaissance sa disponibilité constante, son esprit d'écoute exemplaire et les mesures décisives qu'il a prises, notamment l'instauration d'un couvre-feu sanitaire jusqu'à nouvel ordre. Monsieur le gouverneur, vos actions méritent notre sincère reconnaissance. Les remerciements de notre communauté s'étendent également au maire de la commune urbaine de Gao, au chef des quartiers de la ville de Gao et à l'ensemble de ses habitants sans exclusive. Votre accueil chaleureux et le soutien continu que nous avons reçu, surtout après l'incident tragique du 6 septembre 2022, où Talatay a été la proie des forces du mal, renforce notre lien communautaire. Nous vous sommes reconnaissants pour votre solidarité inestimable. Monsieur le gouverneur, honorables invités, chers participants, je sollicite respectueusement l'attention de nos voisins, des communautés sœurs, pour qu'ils prononcent désormais correctement notre nom, à savoir Idak Sahak. Nous leur demandons courtoisement de s'abstenir des variations souvent péjoratives telles que Daousaha, Dousaha, Daousaha, et de préférer désormais l'appellation précise Idak Sahak. Votre coopération dans ces souhaits serait grandement appréciée par nous tous. La communauté Idak Sahak, originaire des régions de Gao et de Médaka, affiche aujourd'hui une population forte dépassant les 200 000 âmes. En tant que communauté malienne, elle se distingue par sa profonde adhésion aux préceptes islamiques, marquant son attachement à la récitation régulière du Saint-Coran. Au-delà de ces traits caractéristiques, la communauté Idak Sahak se démarque par d'autres qualités notables telles que l'engagement anti-narcotrafic. Cette communauté abhorre fermement le narcotrafic, démontrant ainsi son attachement aux valeurs de justice et de l'égalité. Maire de la commune urbaine de Gao, messieurs les responsables des forces armées et de sécurité, chers invités, ce jour est historique et particulier, ce 11 janvier 2024. Il est historique parce que pour la première fois, les premiers responsables qui se sont retrouvés à Alger pour discuter sont dans cette salle. J'en suis témoin. Pour la première fois, ces premiers responsables ont fait le déplacement ensemble pour être dans cette salle. Il est particulier parce qu'il y a un message très fort des enfants. C'est touchant. Ce message doit être entendu par les parents. C'est un cri. Ce
C'est pour cela qu'au nom du cadre de concertation, au nom de Gawal Keido, ils m'ont chargé de vous dire qu'ils seront tous à vos côtés pour qu'ensemble qu'il y ait ce dialogue et la paix tant souhaitée. Ils m'ont chargé de vous dire et de dire à toute la communauté d'Ossahak, à Al-Bachar qui sont pardonnés sur toute la ligne. Al-Bachar ils m'ont chargé de vous dire qu'ils seront présents pour la paix dans toute la région, parce que simplement les Intilit à Andramboukan sont dans cette salle. Ils ont tous parlé dans un franc que vous avez entendu. Sur ce, nous ne pouvons dire que vive la paix, vive le Mali. Je vous remercie. Au nom du Conseil supérieur des Émirats et Alliés et à mon nom propre, je viens d'abord remercier Monsieur le Gouverneur et toute l'assistance ici présente. Je vais commencer par dire que le Conseil supérieur des Émirats et Alliés est très fier aujourd'hui. Parce que le président du Conseil supérieur des Émirats et Alliés a toujours dit ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, l'histoire a donné raison au président du Conseil supérieur des Émirats et Alliés, El Haj Agamou. Parce qu'il nous a exhorté il y a 4 ans de rester dans cette dynamique. Et qu'il sait, il connaît, avec une vision très forte, très simple et très sage, que tout le monde reviendra à cette position. Parce que c'est la position salvatrice. C'est la position qui réunit tout le monde. C'est la position qui nous fait interlocuteur direct de l'État. L'État est suprême. La raison de l'État prime. Donc faire tout pour essayer de prendre une position qui te met en confort, en même temps en collaboration directe avec l'État. Nous, communauté noire Keltemacheq, nous sommes à cheval sur toutes les communautés. Parce que nous parlons Tamacheq, mais notre peau est noire. Ça veut dire que nous sommes dans toutes les communautés. Et j'ai dit que c'est pour la première fois que la communauté noire Keltemacheq soit invitée en tant que communauté à part. Ça, je remercie beaucoup les gens, les Dossa qui ont initié cette initiative. Par rapport à la paix, nous allons œuvrer pour que tout ce qui concerne la paix au niveau de la région de Gao, nous sommes disponibles. Nous voulons participer à toutes les rencontres concernant la cohésion sociale, la paix à Gao. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au nom de ma communauté, la communauté Idnan, nous prenons acte et nous participons à ce grand rendez-vous pour la paix qui nous concerne, car elle concerne notre région, elle concerne tous les pays. C'est un rendez-vous spécial car il rencontre toutes les communautés se retrouvent, car l'objectif recherché qui est la paix, que toutes les communautés désirent avoir, c'est que personne ne peut avoir la paix tout seul. Il faut l'avoir tous ensemble. C'est pour cela que tous ensemble, on s'est retrouvés pour avoir cette paix. Nous demandons aux organisateurs de prendre en compte tout ce qui était venu. Ils cherchent la même chose que vous. Donc comptez sur eux, ils sont avec vous. Et cette initiative de la communauté Idas Hak, je ne sais pas si je prononce bien, mais on va y arriver. On va y arriver. Par le leadership de Moussa Chagatman, un leader jeune, un leader compétent
qui a fait ses preuves en nous montrant ces grands rendez-vous où les vieux et les jeunes sont retrouvés. Nous lui disons merci et nous lui disons aussi qu'il peut compter sur nous, les jeunes, mais aussi sur les communautés de la région de Gao. Je vous remercie. Dans le coin et le recoin du Mali, l'insécurité danse. Dans nos télés, c'est TikTok show, Radio 9 ou Maxi Vacances. Les gens dansent. Pour certains, le Mali ne se limite qu'à Bamako. De Tessie à Boni, c'est toujours le chaos. De Gundam à Konna, en passant par Tomilia, jusqu'à Yelimane à Kaya, on est attaqué de partout. La flamme de l'insécurité brûle jusque devant nos portes. On est frustré, on a peur et on s'emporte. Nous comptons sur notre force armée, nos femmes bien-aimées, mais c'est par part que nous pourchassons. Comme des cafards, il revient encore. Malgré les frappes atroces de nos albatros, il revient toujours pour imposer des actes atroces. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger au cours de cette présente cérémonie que vous avez bien voulu honorer par votre remarquable présence. Monsieur le gouverneur, chers invités, comme vous le savez, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger est un grand rassemblement de tous ceux qui, au nord du pays, ont décidé de se mettre debout aux heures sombres de notre pays avec qui à partir de 2012. Depuis cette date, nous nous sommes trouvés dans une tourmente indescriptible qui a effrayé la présence de l'État malien dans nos régions et installé les règnes de la violence et le non-droit sur nos pauvres populations. Face à cette situation, la plateforme s'est retrouvée et se retrouve encore sur les remparts et a fait le choix de n'avoir aucun agenda que celui des plus hautes autorités de notre pays, le Mali, et cela en raison de son essence républicaine, de sa vision, de ses engagements sur les chantiers de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant extrêmement important de la vie de notre nation. Et c'est la raison qui a fait que nous avons eu cette idée d'organiser cette rencontre qui a pour objectif non seulement de démontrer notre engagement pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais une manière aussi de dire à tout le monde que désormais la région de Gao, la République du Mali, peut compter sur notre engagement, sur notre soutien, sur notre accompagnement par rapport à la construction de la paix pour le retour d'une réconciliation et d'une paix définitive dans notre pays. Aujourd'hui, parler de paix, ce n'est pas seulement parler dans un micro. Parler de paix, comme notre grande sœur l'a dit tout à l'heure, la représentante de la CAFO, ce n'est pas seulement se réunir dans une salle, parler pour parler ou parler pour qu'on nous applaudisse. Il faut que désormais au Mali, nous cultivons la culture des actions au-delà même des paroles. Ce qui compte, ce sont les actes que nous allons poser après les discours tenus ici. Il faut que nos actes reflètent nos discours et que désormais nous travaillons sincèrement vraiment à réconcilier nos communautés, à accompagner nos autorités, à aider nos forces de défense et de sécurité dans les actes qu'on pose chaque jour. Parce que souvent dans notre pays, les gens pensent que le gouverneur ou les forces de défense et de sécurité
c'est eux seulement qu'on appelle l'État. Non. L'État, ça commence à partir du citoyen lambda. Là où il est, il faut qu'il sache qu'il représente l'ensemble de cette nation. Il est le gouverneur, il est les forces de défense et de sécurité, il est le président de la transition. Donc de ce fait, chacun d'entre nous, là où il est dans son quotidien, il faut qu'il sache qu'il a une responsabilité, il a un devoir vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis du devenir de notre pays. C'est quelque chose d'extrêmement important à ce que ça soit cultivé désormais dans tous les actes, dans tous les gestes et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le gouverneur, je tiens aussi à rappeler qu'aujourd'hui, les populations que vous voyez aujourd'hui sont vraiment dans un besoin énorme. Aujourd'hui, ces populations, ils ont besoin d'être aidées parce que notre pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent. C'est l'occasion aussi pour moi, non seulement de vous remercier, de remercier les plus hautes autorités, mais de remercier aussi les organisations humanitaires qui se sont vraiment mobilisées à vos côtés, à nos côtés, pour venir en aide à ces populations-là. Mais malheureusement, les défis sont énormes. Les défis sont énormes, les attentes sont énormes. Mais le plus grand bien, monsieur le gouverneur, qu'on puisse faire aujourd'hui à ces populations, c'est de permettre à ces enfants que vous voyez aujourd'hui dans cette salle de pouvoir avoir la chance que peut-être leurs aînés ou leurs frères n'ont pas eu, de regagner le chemin de l'école, d'aller à l'école pour apprendre. Parce que, monsieur le gouverneur, l'un des plus grands mâles qui ronge notre société, qui est en train de nous décimer, c'est malheureusement l'analphabétisme, parce que la majorité de ces enfants qui avant vivaient dans les brousses n'ont malheureusement pas eu l'occasion d'aller à l'école. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une grande ville, ils sont à vos côtés, nous vous les confions et nous serons à vos côtés pour vraiment relever ces défis-là, de permettre à ces enfants désormais de regagner le chemin de l'école, d'apprendre quelque chose qui va leur permettre non seulement d'aider leur communauté, d'aider leur région, mais aussi de contribuer au développement et à la prospérité de leur pays. Monsieur le gouverneur, je ne saurais aussi terminer sans dire ce que le représentant de la plateforme, le président du GATIA a dit tout à l'heure. Nous souhaitons à partir d'aujourd'hui que ce soit inscrit dans la conscience de tous les Maliens que nous, les mouvements qui sont membres de la plateforme, nous nous inscrivons pleinement, comme il l'a dit, dans le cadre du dialogue intermalien. Parce que ce dialogue intermalien tombe à pic. Monsieur le gouverneur, nous sommes des acteurs de ce processus de paix de 2013 à nos jours. Et nous savons que le processus de paix, à son état actuel, ne traite pas de tous les maux et de tous les problèmes que notre nation vit. Aujourd'hui, nous avons de multiples problèmes. Il faut qu'un nouveau cadre soit créé pour permettre aux Maliens de se retrouver, de discuter de tous les problèmes, y compris ceux qui ne sont pas pris en compte par le processus de paix qu'on a fait de 2015 à nos jours. Parce qu'aujourd'hui, il faut les reconnaître, il y a d'autres acteurs, il y a d'autres défis, il y a d'autres problèmes auxquels notre nation est confrontée. Et c'est pour cela qu'il faut avoir le courage, l'audace d'en parler pour essayer de dégager les voies et moyens par lesquels nous pourrons trouver définitivement des solutions à tout moment. Donc, monsieur le gouverneur, voilà quelques mots que je voulais adresser. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui ont répondu présents ce matin pour rendre beau cette rencontre et cet événement-là. Je pense que c'est le début de quelque chose, Inch'Allah, qu'on va essayer de pérenniser pour vous aider, pour nous aider, pour aider nos populations, pour aider notre pays. Je vous remercie. Bonjour le gouvernement. Nous, les Ila Sahab, nous demandons la paix. Voilà. Nous profiler vers la fin de cette belle journée d'espoir. Je voudrais ici remercier l'initiateur, l'honorable Moussa Asratman, pour cette journée d'espoir dans notre région et pour avoir aussi choisi notre région pour abriter cette rencontre aussi combien importante. Je vais lui rassurer que les besoins exprimés vont être pris en compte et transmis à qui de droit. Et surtout, en tant que parent, personne n'est insensible aux besoins d'éducation de ses enfants. Et je voulais profiter de cette occasion pour le remercier très sincèrement pour toutes les actions qu'il est en train de faire au profit des déplacés de sa communauté sur le sol de la région de Gao. Nous suivons tout. Merci, merci, merci encore une fois.
À messieurs les secrétaires généraux du GATIA et du MAA, très sincèrement, merci pour avoir choisi notre région pour magnifier les journées de la souveraineté nationale. Merci pour ce choix porté sur notre région. On ne pourrait clôturer ce forum sans vraiment vous interpeller. Moi, en tant que gouverneur, je voudrais vous interpeller très sincèrement. On a une sœur qui a passé ici, qui dit que pendant les forums, on veut être bien vu, on veut bien parler le sorail, le tamashek, l'arabe ou bien le français pour se montrer en visant quelque chose d'autre, mais pas la paix pour nos populations. Donc ce comportement doit être banni, à jamais. Aussi, vous avez vu notre enfant qui vient de passer. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit qu'il a besoin d'école, il a faim, il dit seulement qu'il a besoin de paix. Nous tous, en tant que parents, cela doit nous interpeller. Puisqu'après notre mort, après notre disparition, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? Ce n'est qu'un Mali uni, un Mali paisible. Et un Mali où on peut aller à l'école paisiblement, on peut aller à la pêche paisiblement, on peut aller à son champ, on peut aller ouvrir sa boutique au niveau du marché. Donc je vous interpelle très fortement qu'il est temps pour toutes choses. Comme le disait un grand chanteur ivoirien, Alpha Blondy, il y a un temps pour la guerre, mais il y a un temps pour la réconciliation et un temps pour la paix. Voilà, le temps est venu pour la réconciliation et la paix. On ne le fait pas pour nous-mêmes, puisque nous tous qui sommes là, nous sommes plus proches de l'atome que de la vie. Nous le faisons à cause de cet enfant qui vient de venir parler. Il dit qu'il n'a besoin que de la paix. Donc offrons-leur la paix avant que nous quittions ce monde. Je vous remercie et je déclare clos ce forum ô combien important. Merci. Notons qu'en marge de cette activité, le leader de la communauté Idakchak et sa délégation ont rendu visite aux autorités administratives, politiques, légitimité traditionnelle, les jeunes et aussi une visite au centre d'accueil Espoir où il a pu constater de visu les travaux réalisés par le Haut Conseil des réfugiés HCR et n'a pas manqué de magnifier sa joie et toute sa satisfaction face à ce joyau. Bon, ce matin, nous sommes sur le site qui a été construit par le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est un site qui est construit pour les déplacés et les réfugiés. Et ce matin, j'ai pris l'initiative de venir visiter cette infrastructure. En toute sincérité, en venant ici, je savais qu'ils ont fait du bon travail. Mais c'est quand je suis venu ici que je me suis rendu compte du travail gigantesque vraiment qui a été réalisé par le Haut Commissariat aux réfugiés en créant ce site-là. Déjà, de par son nom, ça veut dire espoir. C'est un site vraiment qui est construit pour ces populations désœuvrées, déplacées, qui ont subi tout genre de mal de par leur contrée. Et voir ce travail qui a été réalisé et surtout ce degré de réalisation de ce travail-là, parce que j'ai vu que tout a été mis en place ici. Il y a une école pour les enfants, il y a un dispensaire, il y a une maternité, il y a un complexe pour la jeunesse, il y a un jardin pour le maraîchage. Vraiment, ils ont tout mis, ils ont vraiment mis les paquets. Et je suis impressionné par aussi la qualité du travail qui a été fait ici. Et le mot d'ordre, c'est vraiment deux choses. D'abord, créer les conditions sécuritaires, parce que j'ai vu qu'il y a malheureusement des personnes de mauvaise volonté qui ont passé ici, qui ont volé un groupe électrogène, qui sont en train de faire du sabotage. Donc vraiment, on lance un cri d'alarme à nos autorités d'abord et ainsi qu'à tous les habitants d'ici pour que vraiment on puisse créer les conditions sécuritaires rapidement pour vraiment protéger cette infrastructure gigantesque, parce que c'est presque une ville que j'ai visitée aujourd'hui. Au-delà même d'un site, c'est une ville avec toutes les commodités qu'on doit mettre. Ça, ce sont des choses
choses que nous, on mettra 10 ans, 15 ans pour les réaliser. Et ces partenaires-là nous l'ont fait en un record de temps. Notre devoir et notre responsabilité, c'est vraiment de créer les conditions, d'abord sécuritaires pour sécuriser tous ces investissements-là. Et deuxièmement aussi, créer les conditions pour son peuplement. Parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de populations déplacées, désœuvrées ici, qui ont vraiment besoin de ces infrastructures-là. Et nous ferons le plaidoyer nécessaire auprès de nos autorités, non seulement régionales, donc au niveau du gouverneur de la région de Gao ainsi que les commandants des eaux, mais aussi au niveau de nos plus hautes autorités à Bamako, pour que vraiment cette infrastructure-là soit vite mise à la disposition de ces populations qui en sont dans les besoins. Je profite aussi de ce micro pour vraiment remercier infiniment les HCR vraiment pour ce travail gigantesque qui a été fait pour nous et pour nos populations, parce que tout ça c'est nous qui allons en bénéficier, ce sont nos populations qui allons en bénéficier, et je les encourage aussi à dupliquer cet exemple-là de ce site de l'espoir. C'est vraiment de l'espoir, parce que là où on a l'école, on a la santé, on a l'eau, on a un certain nombre d'infrastructures, on a un habitat, on a un dispensaire, on a tout ce qu'il faut. En grosso modo, c'est ça l'espoir. Et ça, c'est l'expression la plus visible vraiment de cet espoir dont Dieu seul sait que les populations aujourd'hui en ont besoin. Donc je les encourage, je les félicite pour cela et je leur témoigne aussi toute ma reconnaissance, et nous serons à leur côté pour que vraiment cet exemple-là soit dupliqué, par exemple dans la région de Menaka où il y a une crise humanitaire vraiment sans précédent, où il y a justement les populations ont besoin de cet espoir-là. Je pense que la région de Kidal aussi en a besoin, la région de Tombouctou en a besoin, les centres du pays en a besoin, et des projets comme ça, c'est de ça qu'on a besoin. Donc vraiment je lance un cri à nos autorités pour que vraiment ils puissent saisir cette opportunité-là et rapidement créer les conditions pour que nos populations puissent en bénéficier. Donc c'était vraiment ça l'objectif de ma visite de ce matin sur ce site. Merci. Comme le dit l'autre, mission accomplie pour le secrétaire général du MSA, l'honorable Moussa Ag Asharatouman, leader de la communauté Idak Shahak. Yalanda ni mabai